Températures différentes. Chaleur massive TC, on met un corps à T1 et un corps à T2 et on les met en contact. Dans une enceinte adiabatique. Et lorsqu'on les met en contact, le système va évoluer vers une température d'équilibre. On note T0. Excusez-moi. Oui. 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 Non. Si. Ok, voilà. Donc, en mettant ces deux corps en contact, on avait vu que le plus chaud donnait de la chaleur au plus froid. Pour chacun des corps, la transformation est réversible. Le corps 1 qui passe de T1 à T0, on peut considérer une transformation réversible qui fait ça, faire passer un corps d'une température à une autre. À chaque instant, le corps peut être à l'équilibre à la température intermédiaire. Et la variation d'entropie pour le corps lors de ce passage, c'est simplement la différence entre l'entropie finale et l'entropie initiale. Et pour effectuer cette transformation d'une température à une autre, on peut envisager une transformation réversible, dans laquelle l'entropie sera simplement égale à l'entropie élémentaire lors d'un petit changement de température sera simplement égale à la quantité de chaleur reçue divisée par T. Ça, de l'instant initial à l'instant final. Pour un solide, l'énergie reçue correspond à une variation de température telle que delta Q égale mc dt. Par conséquent, il suffisait d'intégrer de la température initiale T1 à la température finale T0 cette équation, cette expression pour obtenir mc log de T0 sur T1. De la même façon, le corps 2 passe de T2 à T0 et on avait un delta S2 qui était mc log, pareil, de la température finale divisée par la température initiale. Donc, on voit que le corps qui se refroidit perd de l'entropie, puisqu'il cède de la chaleur. Le corps qui se réchauffe gagne de l'entropie, et ce qu'on avait vu, c'est que le corps qui gagne de l'entropie en gagne plus que n'en perd le corps qui perd de l'entropie. Pourquoi? Parce que la quantité de chaleur cédée par le corps chaud est égale à la quantité de chaleur reçue par le corps froid, mais cette cession d'énergie ne s'effectue pas à la même température que la température à laquelle le corps gagne de l'énergie. C'est-à-dire que pour le corps chaud, le ds, c'est delta Q sur T chaud, et pour le corps froid, son ds, c'est delta Q sur T du froid. Comme, par définition, la température du corps chaud est plus grande que la température du corps froid, vous voyez que cette... alors ça, c'est... En fait, ce delta Q, je peux l'appeler 1, 2, 2. Le delta Q2 est égal à moins delta Q1, ce qui est cédé par l'un et gagné par l'autre. Donc, en valeur absolue, c'est la même quantité de chaleur ici qui est échangée, évidemment, mais l'entropie que perd le corps chaud est plus petite que l'entropie que gagne le corps froid, parce que la chaleur est cédée par le corps chaud à une plus grande température, donc cette quantité-là, cette division-là est plus grande que celle-ci. Donc pour une même quantité de chaleur échangée,
la variation d'entropie pour le corps chaud est plus petite, parce qu'on divise par un nombre plus grand, que le gain d'entropie pour le corps froid. Et c'est pour ça que, globalement, il y a un gain d'entropie dans le système. Donc on avait obtenu que le delta S total, qui était simplement delta S1 plus delta S2, ce gain d'entropie total était toujours positif. On avait trouvé que T0, en l'occurrence, c'était T1 plus T2 sur 2. Bon. La moyenne des températures, parce que c'est la même masse et la même chaleur massique. Et il suffit de mettre T1 plus T2 là-dedans pour voir que cette quantité est toujours positive comme on l'avait vu. Ok, donc ça c'était le petit rappel de ce qu'on a fait hier. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2, qui consiste à faire la même transformation en ce qui concerne les corps, c'est-à-dire on les... enfin, même transformation. Ça ne va pas être le même état final, mais on part du même état initial et on leur fait échanger de l'énergie jusqu'à ce qu'ils se placent à l'équilibre. Simplement, maintenant, au lieu de le faire de façon irréversible, on a vu que c'était irréversible puisque l'entropie a augmenté. Maintenant, on va le faire de façon réversible, c'est-à-dire en faisant agir, en fait, une machine thermique entre les deux. On a vu dans le cours d'encore avant qu'on pouvait faire agir une machine thermique entre deux sources. Alors ce qu'on appelait source, c'était des espèces de réservoirs d'énergie, en tout cas des thermostats, si on veut, à des températures bien définies. Donc on peut prendre le corps chaud, alors on va dire que c'est T1, je crois que c'est précisé dans le... Ah bah si, ça tombe bien, voilà. Donc T1 est chaud, T2 est froid, et on a vu qu'on pouvait faire agir une machine, par exemple une machine de Carnot. En tout cas, l'hypothèse ici, c'est qu'on fait agir une machine réversible qui va prendre de la chaleur au système 1, en donner au système 2, et au passage produire un travail. D'accord? Alors, il faut voir quel signe on met dans ces... En général, si on s'intéresse à la machine, on va considérer la chaleur et le travail reçu par la machine. Donc ça, on va pouvoir appeler ça Q1. Ça, c'est la quantité de chaleur qui passe du corps T1 à la machine. Du coup, ici, c'est moins Q2. La machine reçoit Q2 du corps T2. Donc cède moins Q2. Là, je mets que des grandeurs positives, du coup. Enfin, moins Q2 est positif, quoi. Q2. Et là, en fait, c'est moins W, puisque W, ça va être ce que reçoit la machine. On peut les définir autrement. C'est pas T1 qui cède. T1 cède de l'énergie. C'est chaud. T1 est chaud, ouais. Donc la machine prend de l'énergie au corps chaud. Idéalement, ce serait bien de pouvoir transformer entièrement cette énergie en travail, mais ça, on a vu que ce n'était pas possible. Elle est obligée d'en rendre une partie à un corps froid. Normalement, c'est pas bon. Normalement, toute énergie reçue, c'est positif, Oui. et toute énergie donnée, Quand on se place dans le système de la machine. Ah, ça dépend. Bon, là, c'était juste des notations. Ce qu'il y a, c'est que quand on considère un système thermodynamique, ce qu'on appelle Q et W, quand on écrit du égale delta W plus delta Q, c'est le reçu. D'accord? Donc si je dis que Q2, c'est ce que reçoit la machine de la source 2, alors à ce moment-là, elle cède moins Q2. C'est ça que j'avais écrit. Si vous voulez, je peux l'appeler Q2, et puis ça sera juste négatif. Enfin, pardon, Q2 sera positif. Q2 ici. Là, c'est pour la machine. Donc du coup, ici, Mais- Q2 il est bien négatif. Pardon? Q2 tout seul, il est Q2 bien est négatif. Ouais. Mais on peut changer les... Si vous préférez que je mette Q2... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Donc du coup, Q1, c'est ce que reçoit la machine. Q2, c'est ce que reçoit la machine. W, c'est ce que reçoit la machine.
En pratique, du coup, W, donc je l'écris ici, Q1 est positif, prend de l'énergie à la source chaude, Q2 est négatif, puisqu'en fait ça ne reçoit pas de l'énergie de la source froide, ça en donne. Et W est négatif, puisque la machine ne reçoit pas du travail, elle en fabrique, elle en produit. Elle fabrique, elle transforme une partie de l'énergie donc calorifique. Moins Q2 qui est négatif. Donc, non, Q2, on est d'accord, hein, Q2 c'est ce que reçoit la machine. Je vais la faire ici, la machine. Il y a Q1 qui rentre d'ici. Elle est en contact avec deux sources. De la première, elle reçoit Q1, de la deuxième, elle reçoit Q2, et en plus, elle reçoit du travail. D'accord. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la machine. Ok, alors maintenant, donc vous avez compris l'idée, c'est qu'on va égaliser les températures entre les corps. Tout à l'heure, on les a égalisés en mettant en contact, de la chaleur passe de l'un à l'autre, et à la fin, ils ont une température identique. Et on a vu ce que ça donnait, et ça produit de l'entropie. Maintenant, l'idée, c'est de faire pareil, c'est-à-dire d'atteindre une position d'équilibre entre les deux corps, mais non pas en les mettant en contact, simplement en faisant fonctionner une machine réversible qui va prendre un peu de chaleur là, donc ça va petit à petit diminuer cette température-là. Et puis, cette machine va aussi donner une partie de l'énergie à ce corps-là, ce qui va donc le chauffer. Et à la fin, quand les deux corps auront la même température, bah, ce sera terminé. Il n'y aura plus d'énergie à prendre à l'un et à donner à l'autre. En tout cas, ça ne produira rien, pas de travail, parce que si on commence à prendre autant qu'on donne, c'est fini. Hein. Donc, entre deux, la machine s'arrête de fonctionner dès que les températures sont identiques. Mais dans ce processus-là, et donc on nous demande quelle va être la température d'équilibre et quelle va être la variation d'entropie du système. Alors on va faire une hypothèse qui est donnée donc dans l'énoncé, c'est que la machine fonctionne de façon réversible, d'une part, et d'autre part, prélève suffisamment peu de chaleur, donc d'énergie, à chaque cycle pour que la température varie peu. C'est-à-dire qu'on va considérer que pendant un cycle, la température du corps 1, elle est constante. Donc ça va varier en fonction du temps. On va avoir un T1 de T, un T2 de T, comme tout à l'heure, comme dans le premier exercice. Mais pendant un cycle, T1 va être à peu près constant, donc on va pouvoir écrire les transformations standards à température constante pour une machine réversible qui fonctionne entre deux sources. Mais petit à petit, à force de prélever des quantités infinitésimales pour chaque cycle de chaleur, eh bien, la température va baisser et la température de celui-ci va monter. Alors, que sait-on sur le fonctionnement d'une machine réversible ? Eh bien, on sait que on a l'inégalité de Clausius qui devient une égalité de Clausius dans le cas d'une machine réversible. On a vu. L'idée, c'est que si c'est réversible, on a ds qui vaut 0. Par conséquent, on a delta Q1 sur T1 plus delta Q2 sur T2 qui vaut 0 pour la machine. D'accord ? Alors, c'est quoi le delta Q1 ? Eh bien, on peut le relier à la variation de température. C'est MC dt1 pour le corps 1. Et pour le corps 2, c'est MC dt2. On peut donc écrire dt1 sur T1 plus dt2 sur T2 égale 0, simplifié par MC. D'accord ? Bon, eh ben, c'est formidable ça, parce qu'en fait, il suffit d'intégrer ça, maintenant, entre l'instant initial et l'instant final, pour obtenir ce qu'on cherche. Donc, je somme de l'initial au final de dt1 sur t1, et ça va être égal à moins somme de l'initial à final. Oui. MCB est égal du fait que delta Q est égal à delta U.
Pardon, même si... Le MCDT, Oui. ça vient du fait que delta Q, c'est delta U, énergie interne. Oui, là, on a des solides, donc il n'y a pas de travail de force de pression, le corps n'est pas déformable, il n'y a pas changé de volume de toute façon. Mais oui, enfin, la définition de la... enfin oui, si vous voulez. On précise, il n'y a pas de CP ou de CV pour un solide, c'est sa capacité calorifique. Non, ça c'est vraiment la définition de la capacité calorifique. Alors il se trouve que c'est aussi la variation d'énergie interne, parce que par ailleurs on n'a pas apporté de travail au corps, on n'a pas changé son volume. Mais ça c'est vraiment la définition. La chaleur massique, c'est enfin, le coefficient calorifique, c'est dQ sur dt. Alors après, si on dit massique, il faut multiplier par la masse. Ok, donc j'intègre ça. Ça me dit que le log de T1 final, alors le T1 final, est-ce qu'on nous donne quelle est la température finale? Voilà, TF. Donc TF, divisé par la température initiale, bah, c'est ce qu'on avait appelé T1, pour le corps 1. Et là, on a moins log, pareil, de T final sur T2. C'est-à-dire log de T2 sur TF. Par conséquent, on a TF sur T1 égale T2 sur TF, et les logs sont égaux, les arguments sont égaux, et donc on a TF carré qui vaut T1, T2. Et donc TF égale racine de T1, T2. Ok. Le log de ça est égal au log de ça, donc ça égale ça, et donc voilà. Alors vous voyez qu'on arrive à une température finale différente de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait, comment s'appelait T0 ? Qui était T1 plus T2 sur 2. Alors ça, c'est intéressant en soi, je trouve. Ça, c'est la moyenne arithmétique entre les valeurs T1 et T2. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Vous connaissez la moyenne harmonique? Monsieur, je ne comprends pas comment vous avez fait passer de n de T2 sur TF à racine de T1, T2. Non, j'ai juste dit du coup, j'ai sauté une ligne. TF sur T1 égale T2 sur TF. Donc TF carré égale T1, T2. Ok. Ça, c'est la moyenne harmonique. TF, c'est le nombre qui se trouve à mi-chemin entre T1 et T2, mais à mi-chemin pas par l'addition, qui serait ça, à mi-chemin par la multiplication. Il y a le même rapport entre T1 et TF qu'entre TF et T2. Cette moyenne harmonique a été introduite il y a très très longtemps dans l'Antiquité grecque. Alors on l'appelle harmonique parce que vous savez que les sons se définissent les uns par rapport aux autres par des rapports. Hein. Ça, c'est toute l'école pythagoricienne qui a découvert les nombres dans la musique. Bon, bref, c'est la moyenne harmonique. En tout cas, vous voyez qu'on n'arrive pas à la même température finale. Normale. Enfin, normale, oui, on n'a pas fait la même chose, donc il n'y a pas de raison. Mais ce qui est intéressant maintenant, ça va être de calculer la variation d'entropie du système. Hein, c'est ce qu'on nous demande. Donc, quelle est la température? Non. Alors, on nous demande juste la température comparée à l'exercice précédent. Donc, pour comparer... Alors, oui. Alors, est-ce qu'elle est plus grande ou est-ce qu'elle est plus petite, cette température? Est-ce que la moyenne harmonique est-elle plus grande que la moyenne arithmétique? Hein? Elle doit être plus petite. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est ça, il y a de l'énergie qui est partie ailleurs, donc elle doit être plus petite. Alors allons-y, montrons ça. TF inférieur ou égal à T0, ça équivaut à TF au carré plus petit que T0 au carré, c'est-à-dire T1, T2 plus petit que T1, 2 plus T2, 2 plus 2 T1, T2 sur 4. Donc je multiplie par 4 ici, et je le passe de l'autre côté, et je trouve que ça équivaut à T1 carré plus T2 carré
moins 2T1, T2, et on retrouve la même expression qu'hier, plus grand que 0. Eh bien ça c'est vrai, puisque ceci n'est rien d'autre que T1 moins T2 au carré. Donc, quel que soit T1 et T2, ce sera toujours supérieur ou égal à 0. On voit en plus que c'est égal à 0 uniquement si T1 égale T2. Alors, si T1 égale 0, si T1 égale T2, effectivement, quelle que soit la façon dont on procède, l'équilibre, ça va être à la même température, parce qu'ils sont déjà à l'équilibre. Donc, si on a deux corps différents, effectivement, on voit que TF va être plus petit, c'est ce qui correspond à notre intuition. Et alors, on peut remarquer autre chose, c'est que si on calcule la variation totale d'entropie pour les corps, vous vous rappelez, on avait obtenu delta S. Oui, enfin, ouais, quelque part, c'est évident. On avait donné une expression hier. Enfin, on avait MC log. Bah oui, enfin, oui. Enfin, oui enfin, en gros, c'est ce qu'on a fait en fait. C'était juste pour le MC log. Oui, bah oui. Enfin, c'est trivial. Bon, oui, c'est complètement trivial. Oui. Bon, bref. Et on trouve 0. Enfin, c'est pas tout à fait par construction, puisqu'on a calculé explicitement. Enfin, on a appliqué exactement la formule de Clausius, mais la formule de Clausius dit justement que ds égale 0. Donc évidemment, on retrouve à la fin que ds égale 0. C'est-à-dire que la température finale qu'on obtient comme ça, c'est précisément la température qui assure qu'il y a la même entropie à la fin qu'au début. Normal, puisqu'on a fait agir une machine réversible. Oui. Vous pouvez expliquer en quoi moitié du carré, ce qu'on a trouvé nous dit qu'en fait, TF est inférieur à T0? Bah, je montre, enfin, TF inférieur à T0, ça équivaut à ça, ça équivaut à ça, ça équivaut à ça. Mais ça, c'est vrai. Donc ça implique ça, implique ça, implique ça. Ok ? Bueno. Demandez le travail obtenu. Alors, le travail obtenu, voilà, très bien. Le travail obtenu, que vaut le travail obtenu ? Alors, on va écrire la conservation d'énergie. D'accord ? Non ? Au cours du cycle, au cours d'un cycle, on a W plus Q1 plus Q2 égale 0. Donc, si on intègre, enfin, on pourrait mettre des petits W. Voilà, on a ça autour de chaque cycle, et si on l'intègre, ça nous fait W plus Q1 plus Q2 égale 0. D'accord ? En fait, il n'y a pas d'énergie qui sort du système autrement que par le travail. Le travail, c'est précisément ce qui va compenser la perte d'énergie globale du système. Donc, il suffit d'écrire ce que vaut Q1, ce que vaut Q2, et on l'a déjà. Q1, Q1 c'est MC fois la variation de la température du corps 1, c'est-à-dire T final moins T1. Q2, c'est pareil, MC fois T final moins T2. Et par conséquent, W vaut MC fois... Alors, enfin, W vaut moins Q1 moins Q2, c'est-à-dire... W, c'est donc voilà, T1 moins TF plus T2 moins TF. Donc, oui.
c'est intéressant, enfin à nouveau c'est complètement évident, mais vous voyez que si la température finale était T1 plus T2 sur 2, comme dans le premier exercice, si on arrivait à la température intermédiaire, eh bien W serait nul. Bah oui, parce que dans le premier cas, on n'a pas sorti du travail, on a juste échangé la chaleur. Là, c'est différent, on arrive à TF qui vaut racine de T1, T2, alors écrivons-le, donc ça fait... Alors attention, ça c'est le travail reçu, hein, le W tel que je l'ai défini là. Le travail fourni, ça va être moins ça. Ça va être un truc négatif. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Donc ça fait MC, facteur de T1 plus T2 moins 2 TF, donc moins 2 racines de T1, T2. Voilà. Donc voilà ce que vaut le travail. Alors si on veut le travail fourni, c'est probablement ce qui est demandé. Le travail fourni par la machine, c'est MC, facteur de 2 racines de T1, T2, moins T1 plus T2. Et ça, est-ce que c'est positif? Oui. Pourquoi? Bah, pour la même raison. Hein. Vous mettez ça... ce truc-là est positif si et seulement si 4 T1 T2 est plus grand. Ah. Non, donc c'est faux. Attendez voir. Non, j'ai une erreur de signe quelque part. Pardon. On ne peut pas prendre une identité remarquable avec racine de T1. Si, ça revient à faire ça. Mais ça me va bien. Oui, oui, très bien. Vous voulez dire que ça... Donc, vous dites que ça, c'est racine de T1 plus racine de T2 au carré. Mais du coup, il faut retirer 2 racines de T1, T2. Parce que ça fait T1 plus T2 plus 2 racines de T1, T2. Celui du haut, en fait, tout là-haut. T1 plus T2 moins 2 racines de T1, T2. Ouais. C'est directement... Ah oui, directement. Ouais. Ah, merci, bien sûr. Ah oui, oh là là. Ah, je suis resté bloqué sur le truc d'avant. Ah oui, donc ça fait MC racine de T1 moins racine de T2. C'est ça? Au carré, bien sûr. Et donc c'est là qu'on voit que ce truc-là est positif, donc on s'est trompé de signe quelque part, ou ça. Ah, parce que T1 est plus grand que T2 hein, dans notre hypothèse là, dans notre convention. Donc ça c'est positif, or ça c'est le travail reçu par le gaz. Enfin par la machine. Donc ça va pas. Alors où est-ce qu'on s'est trompé? Ça c'est la quantité. Ah mais oui bien sûr, bien sûr. Ça c'est la quantité de chaleur reçue par le corps 1. Il est passé de T1 à TF. Donc en fait la quantité de chaleur reçue par la machine, c'est l'opposé de ça. La quantité de chaleur reçue par la machine, c'est moins la quantité de chaleur reçue par le gaz, par le corps. Et donc c'est moins ici. Donc c'est moins là, et donc c'est moins là, et donc c'est moins là. Voilà, donc le résultat final, c'est celui-ci. J'ai écrit Q1 comme si c'était la quantité de chaleur reçue par le corps. Mais non, ce que j'ai appelé Q1 là, dans le fonctionnement de la machine, c'est la quantité de chaleur reçue par la machine, donc cédée par le corps. C'est juste l'opposé. Est-ce qu'on n'aurait pas pu marquer directement moins W égale moins Q2 moins W égale Q1 plus Q2. Ce qui a été donné, c'est ce qu'on a pris, moins ce qu'on a donné, plus Q2. Ouais. Voilà. OK? Alors, variation d'entropie d'un gaz, exercice 3, si ça vous va. Vous avez des questions là-dessus? Encore? Non?
pas les mêmes signes. Les moins, ils sont sortis. Non, en fait, ce que j'avais écrit, c'était la variation avec le plus, là, ça, c'est bien la quantité de chaleur reçue par le corps, qui fait passer de sa température initiale à sa température finale. Le corps solide, lui, il reçoit MC delta T. Et donc le gaz, enfin la machine, reçoit l'opposé. En fait, c'est le corps. Enfin, ouais, non, qu'est-ce qui. Le Non, corps, en fait, on a juste tourné la tête d'un seul coup. Ah. Vraiment. Ah oui, ben oui. Donc je recommence. Q reçu par le corps. Voilà. Ça, on est d'accord, c'est MC fois sa variation de température, par définition de la chaleur massive. Ouais. Bon, eh ben, par conséquent, Q cédé par le corps. C'est moins MC delta T. Et la chaleur cédée par le corps, c'est bien la chaleur reçue par la machine. Voilà. Donc, le Q reçu par la machine, c'est moins MC delta T. Donc, moins MC, T final, moins T initial. Moins MC, T final, moins T initial. Ouais. Comme en mécanique, on l'a vu plein de fois aussi, raisonnez sur la quantité, la valeur absolue, et après, réfléchissez au signe. C'est plus simple. La quantité de chaleur, c'est MC delta T. Maintenant, après, il faut voir, ça dépend de qui on parle, qui la reçoit, qui la donne. C'est là où ça dépend juste de la convention, qu'est-ce qu'on appelle Q1. Est-ce que c'est ce que reçoit le corps ou est-ce que c'est ce qui donne? Tel qu'on l'a fait, c'était ce qui donne, puisque on s'est intéressé à la machine. La machine reçoit Q1. Par conséquent, Q1, c'est ce qu'a donné le corps. Monsieur W fourni, c'est quoi du coup? W fourni, eh ben, W fourni, c'est plus ça. Le travail fourni, c'est MC. Enfin, c'est moins W. C'est moins le W reçu par la machine. Et par conséquent, c'est MC, racine de T1, racine de T2. Ok? C'est bien un nombre positif. C'est bon? J'efface? Non. Oui. Bon. Non? Non, je voulais juste ça. Il faut crier non alors, hein, parce que sinon, moi, je. Emporté dans mon élan. J'efface tout. Alors, A3. Variation d'entropie d'un gaz. Alors, on a une mole d'hélium dans un cylindre. Dont les parois sont perméables à la chaleur. Il peut y avoir des transferts de chaleur. Et ce cylindre est plongé dans un thermostat à température T0 égale 273 Kelvin à l'extérieur. Et dedans, il y a de l'hélium. Initialement à la température T1, 300 Kelvin, donc plus chaud. On le laisse refroidir. Alors attention, il y a corrigé sur l'énoncé. L'énoncé dit on le laisse refroidir à température constante. C'est amusant. Mais c'est évidemment pas à température constante, sinon ça ne refroidirait pas. Donc on le laisse refroidir à volume constant. Il est dans le cylindre, et juste on le laisse refroidir. Évidemment, il continuera à occuper tout le volume qu'il peut occuper, c'est le principe du gaz. Et donc il va occuper tout le volume du cylindre, donc le volume va être constant. Donc corrigez dans votre énoncé. On le laisse refroidir à volume constant.
Quel est l'état d'équilibre? Pour l'hélium, que va-t-il se passer? C'est tout simple. Hein, on a de l'hélium à la température T1, on le met dans un grand réservoir, c'est ça qu'on appelle un thermostat, un grand réservoir à une température T0. De la chaleur peut passer de l'un à l'autre. Et on oublie d'ailleurs dans l'énoncé que le corps va refroidir, donc température finale T0, bien sûr. On va se retrouver dans un nouvel état d'équilibre à T de l'hélium égale T0. Rien de bien mystérieux jusque-là. Excusez-moi. Oui. Ben, on a de l'hélium à une certaine température, chaude, plus chaude que là, et on laisse refroidir. Donc à la fin, à l'équilibre, on va avoir T de l'hélium. Non, mais le gaz est dans un cylindre. Le gaz est dans le cylindre, voilà, mais le cylindre est perméable à la chaleur. Et le cylindre, on le met dans une grande enceinte, hein, ils appellent ça un thermostat, à T0 égale. Voilà, donc c'est vraiment tout bête. D'ailleurs, soit dit en passant, ça permet de préciser, qu'est-ce qu'on entend par thermostat? C'est un corps dont la température ne va pas varier. Parce qu'en principe, évidemment, si la chaleur passe de là au thermostat, le thermostat va gagner un peu de température. Mais il est tellement grand, ou il est régulé, si vous voulez, en tout cas, il n'est pas affecté, on peut lui prendre et lui donner autant d'énergie qu'on veut. C'est ça un thermostat. Ce qu'on appelle une source de chaleur, de manière générale en thermodynamique, à une température donnée, c'est un système dont on peut tirer autant d'énergie sous forme de chaleur qu'on veut et auquel on peut donner autant d'énergie sous forme de chaleur qu'on veut, ça ne changera pas sa température. Ok. Alors, quel est l'état d'équilibre? Voilà. Donc, évidemment, il y aura toujours le même volume, le volume du cylindre, et puis une température qui maintenant est la température extérieure. Enfin, celle du thermostat. Il y a une mole d'hélium par ailleurs. Alors, calculer la variation d'entropie du gaz, du thermostat et de l'univers. On va faire un bilan d'entropie pour le gaz, pour l'hélium. Il s'est refroidi à volume constant. Quel est... Alors ça, on passe d'un état initial à un état final, on peut considérer une transformation réversible, ça ne changera pas. Enfin, le résultat sur la variation d'entropie sera le même, que la transformation soit réversible ou non, ça n'a aucune incidence. Donc on peut supposer que la transformation est réversible, auquel cas, en l'occurrence elle l'est, hein, on peut maintenant réchauffer le corps et ça va revenir à la transformation, enfin à l'état initial. Donc ds, c'est simplement delta Q sur T, mais attention, quel T? Le T de l'hélium, ça c'est l'entropie. L'entropie, c'est la chaleur reçue divisée par la température qu'on a. C'est le T courant, quoi. Le T qui va varier de T1 à T0. Donc ds, c'est delta Q sur T. Et que vaut delta Q? Eh bien, c'est... Alors, on a une transformation à volume constant, donc c'est CVdt. Alors, c'est NCVdt si on prend molaire, mais de toute façon, il n'y a qu'une mole. Donc, je vais l'appeler CVdt sur T. D'accord? Par conséquent, le gain d'entropie du gaz, je vais l'appeler comme ça, indice G ou indice gaz. 3 lettres, je peux le faire. Delta S gaz, eh bien c'est simplement l'intégrale de ça de T1 à T0. Je vais le faire. Vt sur T1 à T0, c'est-à-dire log de T0 sur T1. Ok ? Voilà pour le gaz. Le gaz a donc perdu de l'entropie
puisque la température finale est plus petite que la température initiale. Ok, normal. Alors maintenant, on nous demande pour l'enceinte, voilà, pour le thermostat, je note pH, delta S, alors bah, c'est pareil, je peux envisager une transformation réversible, donc ça va être la somme des petits ds du thermostat au cours du processus. Et le delta S, eh bien, c'est pareil, c'est delta Q sur T, mais attention, maintenant, c'est sur T du corps qui reçoit la chaleur ou qui la cède. Enfin, c'est la température du corps concerné, en l'occurrence du thermostat. Donc, cette température, voilà, comme ça, somme donc de, enfin, sur tout le processus. Et cette température-là, c'est T0. Et elle est constante. Donc je peux la sortir de l'intégrale. Ça fait 1 sur T0, somme du delta Q. Alors attention, hein, c'est le delta Q, j'aurais pu le mettre ici, reçu par le thermostat. Une chaleur, delta Q reçu par le thermostat. Et quelle est la quantité de chaleur totale reçue par le thermostat? Bah, c'est l'opposé de la quantité. Non, pardon, la quantité de chaleur reçue par le thermostat, c'est la quantité de chaleur cédée par le corps, donc c'est moins la quantité de chaleur reçue par le corps. Donc ça fait moins 1 sur T0, Q, reçu par les liens. Ou si vous voulez, c'est plus la quantité de chaleur cédée par des lions. Enfin, comme vous voulez, c'est évidemment pareil. Et cette quantité de chaleur, c'est quoi? Eh bien, c'est CV delta T. Alors, la quantité de chaleur cédée, c'est CV. Donc, pour voir le signe, hein, donc, si on démarre à T1, qu'on arrive à T0 plus petit, voilà la quantité de chaleur cédée par les liens. C'est ce qu'elle avait au début, moins ce qu'elle a. Enfin, c'est un nombre positif si T1 est plus grand que T0. Donc, encore une fois, raisonner sur la valeur absolue, c'est clair. La quantité de chaleur cédée, c'est C delta T. Et après, on voit dans quel sens ça va. Ça oblige à réfléchir. Mais ça évite d'avoir des tas de choses à apprendre par cœur. Il ne faut surtout pas, parce que voilà, si vous apprenez dQ, c'est MC delta T, bah, un coup sur deux, ça va être faux. Parce qu'un coup sur deux, ça va être moins MC delta T. Donc retenez que MC delta T, c'est la valeur absolue, c'est la quantité de chaleur qui a été échangée, et dans quel sens, bah, après il faut réfléchir. C'est le corps chaud qui cède de l'énergie. Donc voilà. Ok, et donc on a delta S du thermostat qui vaut ça, delta S du gaz qui vaut ça, et par conséquent le delta S de l'univers, comme ils disent, c'est-à-dire de l'ensemble, enfin, de tout le système, delta S total, eh bien c'est la somme des deux, hein. Delta S thermostat, delta S gaz, et ça c'est égal à, bah juste, voilà, ça fait CV fois donc de T0 sur T1 plus T1 sur T0 moins 1. Voilà. La réponse à la question. Je suppose qu'on nous demande son signe. Même pas? Ah si? Non? Oh non. Ben voilà. Est-ce que, comment on calcule la variation d'entropie? Ouais. C'est quoi delta Q et c'est quoi T? Alors, très bonne question. La variation d'entropie d'un corps, enfin voilà, d'accord, c'est le delta Q reçu par le gaz, par le corps, enfin par le système, prenons pour un système.
Ça, c'est la température du système. Voilà. Voilà. Plus, alors ça, c'est si c'est réversible, plus un DS interne créé au sein du système. Je peux peut-être l'écrire là. Je peux effacer là, c'est bon? Oui. Oui, 1, 2, Oui. 3. Donc, DS pour un système, c'est delta Q reçu par le système, divisé par la température du système, plus DSI créé au sein du système. Ce delta S créé étant un DS indépendant d'un transfert de chaleur. Enfin, c'est vraiment... c'est là qu'il y a la source d'irréversibilité. Ça, c'est toujours positif. Et si c'est nul, c'est réversible. Et si c'est réversible, c'est nul. Et donc nous, pour calculer l'exercice, on considère que c'est toujours réversible. Non, pas forcément, mais si vous avez la transformation d'un corps, vous pouvez effectivement... Le DS du système sera le même si vous partez d'un certain état initial à un certain état final, quel que soit le chemin suivi, un chemin irréversible ou réversible, ça sera le même DS. Donc si vous pouvez trouver un chemin réversible qui fait le boulot, faites-le. En fait... Ce sera toujours le cas pour nous. On ne peut pas calculer le DS créé au sein du système. Justement, on le crée comme ça, par exemple. Là, on voit au sein du système univers, le DS créé, c'est ça. Ouais, Mais sinon, non, oui. Enfin, vous pouvez constater qu'il y a eu un accroissement d'entropie et vous en déduisez que du coup, c'était irréversible. Parce que le système global, si vous appliquez ça, voilà, appliquez ça au système global, cette relation-là. au final, c'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est un truc. Là, la définition, c'est pas le DS total qu'on a calculé, c'est le DS du système. C'est le DS du système. C'est ce que j'allais dire là. Appliquez maintenant, ça c'est toujours vrai. Ça c'est le second principe. Hein, on est d'accord. Avec ça, toujours positif ou bien zéro. Donc appliquons ça maintenant au système total. La variation d'entropie du système total est égale à la chaleur qu'il a reçue divisée par sa température, plus l'entropie créée. Mais le système total, il a reçu ici une chaleur zéro. Le système global n'a pas reçu de chaleur. Donc très bien, et ben, par conséquent, sa variation d'entropie, c'est l'entropie créée, elle est positive, donc c'est irréversible. Ouais. Quand on écrit qu'on suppose qu'elle est réversible. Pardon, comment on dit, comment on fait? Si à l'écrit on doit trouver le delta S, on écrit que le delta S d'une réversible et d'une irréversible c'est la même chose, et donc on part du principe que c'est réversible. Non, mais attention, vous pouvez pas trouver pour le système global un chemin réversible, puisque c'est pas réversible. Reprenons le corps plus simple de tout à l'heure, le cas plus simple de tout à l'heure. On avait un corps 1, un corps 2, tout ça dans une enceinte adaptative, de sorte que le système global ne reçoit pas de chaleur. Donc, le système global, si j'applique ça au système global, ça, ce sera toujours 0. Et donc, il y aura un certain DS créé. Effectivement, si on vous demande quelle est l'entropie créée là-dedans, bah, vous ne pouvez pas trouver un chemin réversible qui fait le travail. C'est irréversible. Vous mettez deux corps de température différentes en contact, ils vont avoir la même température, c'est irréversible. Il n'y aura pas de chemin réversible. Par contre, vous pouvez dire que la variation totale d'entropie, c'est la somme de variations d'entropie de chaque sous-système. C'est additif l'entropie. C'est une fonction d'état qui concerne chaque corps. Et donc si vous avez deux corps, bah, c'est celle de l'un plus celle de l'autre, plus celle de... C'est une fonction d'état additive. C'est très important. Extensive, si vous voulez. Si vous prenez deux fois le système, il y en a deux fois plus. Comme le volume ou... pas la température, comme la masse. Bien. Donc, par contre, alors pour chaque système,
le système du corps 1, lui, il est passé de T1 à T final. Et ça, vous pouvez trouver une transformation réversible qui fait passer le corps 1 de T1 à T final. Parce qu'on peut très bien faire l'inverse. Hein. On peut passer de TF à T1. Il suffit, au lieu de lui retirer de la chaleur, de lui en donner. Ou l'inverse pour le corps 2. Donc, pour calculer la variation d'entropie delta S1, effectivement, vous pouvez supposer une transformation réversible. Pour chaque, Auquel cas, oui. sur chaque système indépendant, on peut supposer qu'elle est réversible, mais l'ensemble est irréversible. Mais juste On constate que delta l'ensemble est S1. irréversible, du coup. Ouais. Oui. Voilà. Parce qu'il se trouve que la somme des delta S de chaque sous-système, c'est plus grand que 0. Mais non. Non, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on fasse cette séance d'exercice en plus, parce que je suis sûr que si vous lisez une correction, dans la correction, ça va être écrit pouf, 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 et puis vous dites oui, d'accord, mais pourquoi? Enfin, il faut vraiment comprendre cette chose-là. C'est la nature de l'irréversibilité vient du fait que, là, dans l'exemple là, je l'ai dit explicitement, mais je le redis parce que peut-être maintenant vous voyez un peu mieux les choses. Ce corps-là cède de la chaleur, donc perd de l'entropie, et l'entropie qu'il perd, c'est delta Q sur sa température à lui. Ce corps, delta Q étant la chaleur échangée. Ce corps-là voit sa température augmenter, donc il gagne de l'entropie. Mais l'entropie qu'il gagne, c'est delta Q sur sa température à lui. Et comme cette température est plus petite, eh bien, l'entropie qu'il gagne est plus grande, parce qu'on divise par la température, que l'entropie qu'a perdu celui-là. Par conséquent, globalement, il y a eu de l'entropie qui a été gagnée. Et c'est pour ça que la chaleur va de lui à lui, du chaud au froid. Parce que si c'était l'inverse, si ça allait du froid au chaud, vous verriez que l'entropie perdue par le corps froid serait plus grande que l'entropie gagnée par le corps chaud. Et donc il y aurait au total, au global, si vous voulez, une diminution d'entropie. C'est précisément ça qui est impossible. Yes? Donc, je vous laisse méditer ça. On fait rapidement... d'abord, on fait la deuxième partie. Oui, donc on n'a pas calculé... Oui, si, voilà, la variation d'énergie. Alors, on pourrait faire les applications numériques. On peut aussi remarquer que ce truc-là est toujours positif. Est-ce que vous pouvez montrer que ça, c'est bien toujours positif? Il faut que ce soit positif. Hein, parce qu'on a pris un système global, l'univers entier. Son entropie n'a pas pu décroître. Éventuellement, sa variation d'entropie pourrait être nulle, si la transformation globale est réversible, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être plus petit que 0, ça. Alors, vérifions-le. On a ici, si j'appelle... tiens, je ne me suis pas trompé dans l'ordre, là? C'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça. Hein? Ah oui. Oui, d'accord, non, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais appeler x égale T1 sur T0, par exemple. Et donc ça me fait x moins 1 plus log de 1 sur x, c'est-à-dire x moins 1 moins log de x. Ok. Fois CV. Alors CV, c'est positif. Hein. Donc on veut savoir si ça, c'est positif. Sachant que x, c'est positif. Ouais, j'aurais pu appeler y. Ouais, j'aurais pu appeler tout ça x. Je vais appeler y. Y égale... Je vais dire x égale 1 plus y. C'est-à-dire y égale x moins 1. Dans ce cas, la quantité que je cherche à évaluer, c'est y moins log de 1 plus y.
est-ce que ça c'est positif? Log de x voilà la droite x moins 1, voilà la courbe log de x, et vous voyez effectivement que x moins 1 est toujours plus grand que log de x. Je suis passé un y là pour, au cas où vous connaissiez le développement limité de log de 1 plus epsilon, ce qui est le cas, n'est-ce pas? Oui. C'est très facile. Log de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon 2 sur 2, moins epsilon 3 sur 3, moins epsilon 4 sur 4, etc. Ça, il faut retenir ça. Mais ça sert à quoi en fait Bah, si, c'est bien. Et de 1 plus epsilon, c'est epsilon au premier ordre, moins epsilon 2 sur 2, plus epsilon 3 sur 3. Mais c'est vrai, calculer quoi cette formule en gros, parce que même si je la connais, je ne peux pas l'utiliser. Bah si, là, comme ça vous permet de savoir si ça c'est positif ou pas. Parce que log de 1 plus... Log de 1 plus epsilon, c'est plus petit que epsilon. Vous le voyez là? C'est epsilon moins quelque chose. Alors certes plus, mais plus un truc qui est encore plus petit. Donc log de 1 plus epsilon, c'est plus petit que epsilon. Ben voilà. Et sinon, ça se voit graphiquement, si vous avez en tête la courbe log de epsilon, il faut savoir que cette tangente ici est... Mais oui, enfin, la tangente, la pente de la tangente ici. Pardon? X moins 1, c'est comme si on a 1 plus epsilon, c'est ça? Non? C'est pas comme ça en plus, X moins 1, monsieur. Quoi? Ah si, d'accord. Ouais. On peut rester sur le truc graphique, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais est-ce que vous voyez que ça équivaut à dire que la courbe est en dessous de la droite rouge? Non, bah il faut faire la première, voilà. Bah, si x moins 1 est toujours supérieur, bah ça sera toujours supérieur. Ouais, ouais. Pas quelque chose moins quelque chose, c'est toujours Oui, oui. supérieur. Non, mais j'ai traduit cette équation-là en ce graphique-là. Vous auriez pu le faire, ça? Non, mais maintenant. Ah, d'accord. Non, mais ok, ouais. Non, mais voilà. Enfin... Non, mais vous devriez pouvoir savoir le faire. Donc, si vous êtes capable de le refaire à nouveau maintenant, c'est bon. Mais ce que je dis, c'est que l'avantage de l'algèbre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une représentation graphique des courbes. Alors, si ça vous aide, tant mieux, faites-le. C'est pour ça que je l'ai fait. Je me suis douté que vous le verriez. Là, on le voit. On voit que n de x est toujours plus petit que x moins 1. On le voit. Donc, voilà. Sinon, il faut connaître le développement de log de 1 plus x. Et vous voyez que log de 1 plus epsilon, c'est toujours plus petit que epsilon, puisque c'est epsilon moins quelque chose. Ça, il le donne pas, des choses comme ça. Non. Basique. Ah ouais? Log de 1 plus epsilon, il le donnerait? Peut-être. Ah ouais? Peut-être. Mais c'est tellement facile à retenir ça. Log de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon. Moins epsilon 2 sur 2, moins epsilon 3 sur 3, etc. C'est la question 1, c'est pas ça. Ça, c'est la question 42, on s'en fiche. Non, il faut viser 20. Il faut toujours viser 20. Mais oui, si vous n'avez pas 20, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Et le but, c'est de comprendre. Ah non, c'est pas vrai. Mais si. Allez, vous verrez, c'est pas compliqué. Bon, donc on est d'accord, ce truc-là est toujours positif, et par conséquent, il y a toujours un accroissement d'entropie. C'est la moindre des choses. Si on avait trouvé autre chose, ça voulait dire qu'on se serait trompé. Ça aurait voulu dire qu'on se serait trompé. Bien. On va quand même... Alors, on fait le deuxièmement. On va pas tous les faire, hein, parce que sinon, on va pas démarrer l'électrocinétique, mais... deuxièmement, partant de l'équilibre précédent, donc l'équilibre précédent, c'est que maintenant l'hélium dans le cylindre est à la température T0 du thermostat.
partant de cet équilibre, on réduit de moitié le volume du gaz de manière isotherme et réversible. Donc on divise le volume par 2 cette fois. Et on fait ça de façon isotherme, ce qui est très facile puisqu'on a déjà un corps à la température T0 et il est en contact avec un thermostat T0. Donc juste, la température ne va pas varier. Enfin, on impose qu'elle ne varie pas. Évidemment, si on peut faire cette compression de façon non isotherme et non réversible. Si comme dans une pompe à vélo, quoi. Si vous compressez rapidement le gaz, il va chauffer et après il va évacuer de la chaleur vers l'extérieur. Mais là, on nous dit qu'on fait une compression qui va réduire le volume d'un facteur 2, mais on le fait suffisamment lentement, en quelque sorte, pour que, donc de façon quasi statique, pour qu'à chaque instant, la température à l'intérieur et à l'extérieur soit la même. C'est-à-dire qu'on est à un état d'équilibre. À chaque instant, on peut s'arrêter et c'est à l'équilibre. Simplement, on continue petit à petit. Donc, on fait cette transformation réversible et isotherme. Et on nous demande quelle est la variation d'entropie du gaz, du thermostat et de l'univers, c'est-à-dire du système global. Donc, même question, mais lors d'une nouvelle transformation. Alors, allons-y pour le gaz. Alors, on a delta S qui va être la somme des ds. De l'état initial à l'état final. Alors on fait ça de façon réversible, par conséquent, c'est très simple, delta S, ds, ça va être delta Q. Alors, donc j'applique ce que j'avais entouré en rouge ici, c'est le delta Q reçu par le gaz, divisé par la température du gaz, en l'occurrence c'était 0. Et elle va être constante. Donc ça fait 1 sur T0 fois le delta Q reçu par le gaz de l'instant initial à l'instant final. Je vais laisser infinitésimal. Que vaut ce delta Q reçu par le gaz? Il n'y a pas une question intermédiaire là? On réduit la moitié. Ouais. Alors, une transformation d'un gaz qui est isotherme, ça implique quoi sur l'énergie interne? On a ici un gaz parfait. Alors, le corps reçoit du travail, hein, puisqu'on le comprime, là, clairement, reçoit du travail. D'accord ? Ouais, W égale PdV, ok. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut dire globalement pour la chaleur? Eh oui. Pourquoi? Parce que oui, parce que U ne dépend que de T, c'est ça, oui, oui, absolument, très bien. Pour un gaz parfait, c'est la définition d'un gaz parfait, enfin c'est une des définitions possibles d'un gaz parfait, que U, qui est une fonction d'état, ne dépend que de la température. Normalement, U pourrait dépendre par exemple de V et de T, mais comme on a vu que le gaz parfait est par hypothèse infiniment dilué déjà, ça ne dépend plus du volume. Enfin, c'est une façon de le retrouver mentalement, si vous voulez, c'est une espèce de moyen mnémotechnique. En tout cas, U, c'est la loi de Joule, la première loi de Joule. U ne dépend que
que de T. Par conséquent, pour une transformation isotherme, la température ne change pas, donc U ne change pas. Donc si U ne change pas, on sait que la chaleur que reçoit le corps est égale à l'opposé du travail qu'il reçoit. Et par conséquent, c'est PDV. Donc je reprends, le delta S du gaz, c'est 1 sur T0. Je peux sortir RT en fait, là-bas, ouais, en fait, je remplace P ici par RT0 sur V, T est constant. Donc le T0 s'élimine et il me reste R, somme de V initial à V final, de dV sur V, c'est-à-dire R donc moins R log de 2. Parce que V final égale V initial sur 2. Ok. Okay. Donc le gaz a perdu de l'entropie, normal, puisqu'il a cédé de la chaleur. Comment je sais qu'il a cédé de la chaleur? Parce qu'il a reçu du travail. Et qu'il n'a pas changé de température, donc son énergie interne n'a pas changé. On lui a donné du travail, il a évacué exactement autant de chaleur que ce qu'il a reçu en travail. Donc il a perdu, il a cédé de la chaleur, son entropie a baissé. Et maintenant, donc, la deuxième partie de la question, calculer la variation d'entropie du thermostat, delta S thermostat, eh bien c'est la somme des petits delta S du thermostat, de l'état initial à l'état final. C'est donc la somme, ici c'est un ds, une fonction d'état, dérivée droite, du delta Q. Alors on applique la même chose, hein, reçu par le thermostat divisé par la température du thermostat. Il y aurait un plus entropie créée, mais il n'y a pas d'entropie créée. On nous dit que la transformation est réversible. T du thermostat, c'était 0. Et le delta Q reçu par le thermostat, eh bien c'est le delta Q cédé par le gaz. Et on l'a déjà calculé. C'est PDV. Donc, c'est moins PDV. Ça, c'est ce qu'a reçu le gaz. Et donc, ce qu'a reçu le thermostat, c'est moins ça. Donc, moins dV sur T, en l'occurrence T0, c'est-à-dire somme initiale à finale de moins RdV sur V, c'est-à-dire R log de 2. Et par conséquent, la variation totale d'entropie, c'est 0. Normal, c'est irréversible. Yes? C'est Z qui est venu, c'est ln de 2.
de Z. Z? Ah oui, oui, 2. Ah, oui, 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 c'est le rapport des volumes. Ouais. Si Z égale 2, oui. Ouais, c'est vrai que je ne fais pas très bien les deux. Enfin, bon. On n'aurait pas pu dire directement que delta S gaz, c'est moins delta S. Si, mais là, l'esprit du problème, c'est plutôt de... Parce qu'on nous dit de calculer la variation d'entropie du gaz, du thermostat et de l'univers, c'était plutôt de vérifier qu'on a bien delta S égale 0 au global, parce qu'on avait une transformation réversible. On ne peut pas s'en servir. C'est Si. donné dans les mêmes sens. C'est vrai, si vous voulez. Ouais. Si, d'accord. Donc, le premier, il faut le calculer. Oui. Ensuite, vous dites delta S total égale 0, et par conséquent, oui, ça irait, je pense. Par conséquent, le thermostat a reçu autant d'entropie que l'autre a perdu. Non, j'ai juste remarqué qu'il y avait un si grande différence en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Dilemme. Il est déjà 15h40 là. Donc là, ce serait Jean l'heure de la pause et Jean l'heure de démarrer un autre cours, non? Ou bien vous voulez qu'on continue? On commence. Commence électrocinétique. Essayez de les faire. Il y a peut-être le 5 qui vaut le coup quand même. On pourrait mettre les corrections. Du coup, Ouais. Alors en fait, j'ai pris ça sur un bouquin, là, vous voyez, c'est photocopié. Et j'ai regardé, donc il y a les corrections, donc je peux vous photocopier les corrections du bouquin. Mais il y a 2-3 erreurs dedans. Disons, erreurs. Enfin, si, c'est des typos, quoi. C'est des fautes de frappe. Un peu comme là, vous voyez, il y avait marqué température constante au lieu de volume constant. Bref, ça n'a pas été super bien relu. Enfin, c'est pas énorme. Je peux indiquer les erreurs. Bon, c'est pas méga clair peut-être. Oh si. Si vous avez des problèmes, vous me demanderez. Donc je vous mets, je photocopie la correction et je la mets en ligne. Merci. En particulier, regardez le caractère irréversible de la détente de Joule. Là. Le 5, ça vaut... Bon, ça, il faut vraiment avoir fait une fois une détente de Joule. Excusez-moi, vous pouvez redire vite fait pourquoi le delta S total est à 0 ? Parce que c'est réversible. Mais voilà. Oui, mais l'esprit du problème, c'est plutôt de calculer les deux et de constater que globalement, c'est réversible. Contrairement à tout à l'heure. Mais... Okay. Bon, on en fait une petite pause. Et puis Mais justement, quand on parle de système réversible, ça veut dire qu'il faut retourner